Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, Pape Ndiaye, bombe médiatique et trahison. Oui, c'est une véritable bombe médiatique qui a explosé lorsqu'on a appris que Macron avait lui-même nommé Pape Ndiaye ministre de l'Éducation nationale. C'est une véritable pavé qu'il a lancé dans la mare politique. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que ce pavé se transforme en boomerang et qu'il le reprenne en plein dans la figure. Je vous ai dit que c'était une trahison. Alors, qui Macron a-t-il trahi? Bah oui, parce que on sait que Macron a construit sa carrière sur une succession de trahisons. Je vous renvoie d'ailleurs au livre de David et l'homme, Le traître et le néant. Mais là, il a trahi une partie de ses électeurs, une partie de ses cadres. En effet, dans l'AREM, qui est composé de différents mouvements, existe un think tank particulièrement puissant, le Printemps républicain. Son objectif, c'est de militer pour la laïcité, de lutter contre l'islamisme rampant et de conserver en quelque sorte la vie à la française, notre civilisation. Ils ne veulent pas de woke, ils ne veulent pas de cancel culture. Vous connaissez une partie de ces politiques qui composent le Printemps républicain, ou tout au moins qui gravitent autour. Je pense à Marlène Schiappa, à Blanquer, à Chevènement, bien évidemment, et puis à ces personnalités médiatiques comme Raphaël Enthoven, Zineb El Razaoui ou Luc Ferry. Bref, ils se sont sentis trahis par la nomination de Pape Ndiaye. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on peut constater lorsqu'on regarde la composition de ce gouvernement? Eh bien que tous les membres politiques de ce Printemps républicain ont dégagé Blanquer. C'est fini, Marlène Schiappa, elle a été chassée comme une malpropre, même si je n'ai pas beaucoup de respect pour Marlène Schiappa, bon ça c'est une toute petite parenthèse. Et il faut savoir aussi que les membres de ce Printemps républicain n'ont pas été investis aux législatives, donc ils se retrouvent chou blanc. Je crois qu'il n'y a qu'un seul député proche du Printemps républicain qui est compatible. Quand on interroge les LAREM sur ce sujet en disant « mais vous n'avez pas donné d'investiture au Printemps républicain », ils vous disent « oh bah de toute façon, ils sont absolument pas majoritaires ». Au moins, c'est clair. Donc tous ces cadres qui ont vraiment fait la retape pour Macron pour 2022, qui ont mouillé la chemise, qui ont en quelque sorte, ils se sont en quelque sorte déshonorés, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce terme, mais enfin ils se sont vraiment déshonorés, eh bien ils n'ont reçu aucune récompense pour leur servilité. Ils ont joué les chiens et n'ont même pas eu un nonos. Alors, comment s'en étonner? J'ai envie de vous renvoyer en 2007. Vous vous en souvenez de l'élection de Nicolas Sarkozy? Quelle était sa plume? C'était Henri Guénaud. Henri Guénaud qui, dans chaque discours d'Emmanuel Macron, il aurait pu les écrire, hein, de Nicolas Sarkozy, vous y trouviez les mots résonnants comme République, comme souveraineté, comme France, hein, et en fin de compte, notre ami Nicolas Sarkozy n'a absolument pas mis en pratique ce qu'il prononçait dans ses discours. Au contraire, il n'a pas respecté la souveraineté militaire de la France, puisqu'il a réintégré le commandement militaire de l'OTAN. Il n'a pas respecté la souveraineté populaire qui avait voté non à la Constitution européenne, puisqu'il a fait voter par le Parlement. Et lorsqu'il a nommé Luc Chatek à l'éducation nationale, eh bien on est allé vers ce progressisme avec l'inclusion. Ça date de là, hein, il ne faut pas l'oublier. Luc Chatel, ça avait été une énorme trahison. Alors je ne peux pas évoquer toutes les trahisons de Sarkozy, il y en aurait trop. Eh bien, que ce soit le Printemps républicain ou Henri Guénaud, ce sont tout simplement des rabatteurs de voix qui font en sorte que ceux qui ont une sensibilité républicaine, gaulliste, patriote, eh bien, vote pour Emmanuel Macron. Mais je me demande toujours, qu'est-ce qu'il leur faut comme preuve pour qu'ils se rendent compte que Macron trahit, qu'il est en train de les abuser, que ce en même temps n'est pas possible. On ne peut pas être woke et républicain en même temps. On ne peut pas être woke et aimer sa patrie. Non, c'est pas possible. C'est trop antinomique. D'ailleurs, je voudrais quand même renvoyer à un souvenir. Pendant l'élection présidentielle, Macron a agité le chiffon du drapeau national et de la patrie. Il nous a parlé de culture française, alors qu'en 2017, il n'y avait pas de culture française. Mais il l'avait fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était d'ailleurs sous l'impulsion du Printemps républicain. Il avait déclaré que Macron se dit contre le déboulonnage de statuts et la woke culture. Il ne voulait pas qu'on revienne sur l'histoire de France. Et qui nomme-t-il? Quelqu'un qui est là pour revisiter notre histoire nationale. Voilà, Macron, c'est le mensonge permanent, c'est la trahison. Alors ça a quand même une conséquence, c'est que tous ces membres du Printemps républicain, eh bien, ils sont littéralement furieux. Ils ont été trahis. Pensez qu'ils se sont agités comme des malades pour obtenir un poste de député ou de ministre et qu'ils n'ont rien reçu. Au contraire, ils sont chassés. Alors, l'un d'entre eux, qui est très médiatique, a commencé à hurler
Vous le connaissez, c'est... Comment dirais-je? C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il l'aimait encore, malgré tout, Macron, mais enfin, on n'en est plus vraiment sûr. Je parle évidemment de Raphaël Enthoven. Alors, il s'est fendu d'un tweet rageur. Ce que je sais, c'est que, telle une chenille qui refuserait de muter en papillon, le macronisme a ostensiblement tourné le dos à tous ceux qui, sans ménager leur loyauté, voulaient lui donner une colonne vertébrale. Haha, une colonne vertébrale. Alors il y a quelque chose qui m'amuse dans ce tweet, c'est-à-dire que sans ménager leur loyauté, en fait, il faut entendre qu'ils ont léché les pieds de Macron avec une servilité XXL. Souvenez-vous quand même que Raphaël Enthoven a expliqué que Macron était un homme formidable, que tout était parfait en France. Il n'y avait pas de problème de chômage, il n'y avait pas de problème économique. Non, non, tout allait bien. Et en plus, on avait une bouffe sublime et notre équipe de foot était championne du monde. Grosso modo, Raphaël Enthoven disait aux Français, vous avoir bon miam miam, vous avoir des jeux, vous être content. Et il aurait utilisé d'ailleurs ce fameux argument latin, panem in circem, à partir du moment où vous avez du pain et des jeux, n'en demandez pas plus. Ce sont évidemment des arguments extrêmement démagogiques, dégueulasses dans la bouche d'un philosophe, et c'est quelqu'un que je méprise profondément, Raphaël Enthoven, qui découvre la réalité et la vérité toujours lorsqu'il se la prend véritablement en plein dans la gueule. Il est incapable de penser les choses. Donc il est vraiment très mécontent, et il récidive d'ailleurs à la télévision quelques temps plus tard, notamment mardi, où il explique que Macron n'a pas de logiciel idéologique, qu'il a nommé Papendiaï par pure tactique politique, et qu'en fin de compte, Macron, c'est un woke, la cancel culture, hein, c'est quelqu'un qui a trahi. Il ose le dire à la télévision, il est vraiment furieux, notre ami Raphaël Enthoven. Mais il n'est pas le seul du printemps républicain qui se met à gueuler sur les plateaux. On a assisté à quelque chose d'assez amusant et d'assez jouissif. Vous pouvez voir d'ailleurs cette séquence sur mon fil Twitter. C'est l'affrontement entre Luc Ferry, oui, l'ignoble Luc Ferry, mais il affrontait encore plus ignoble que lui. C'est possible, et d'ailleurs, c'est un personnage qui est un peu indépassable dans l'ignominie. Le spécialiste de la petite enfance, j'ai nommé Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit se met à défendre sur les plateaux Papendiaï en expliquant qu'on a raison de le nommer parce qu'en France, il y a bien du racisme systémique, du racisme dans la police nationale. Alors, Luc Ferry lui dit qu'il raconte n'importe quoi, qu'il ne doit pas faire d'amalgame entre un policier raciste et du racisme structurel ou systémique, qu'il raconte n'importe quoi. Alors, à partir du moment où, évidemment, on contredit Daniel Cohn-Bendit, eh bien, ça gueule, ça braille, ça s'incule, ta gueule, la tienne, pauvre crétin, connard. Bon, on a l'habitude avec Daniel Cohn-Bendit qui a été pris les doigts dans la confiture à raconter n'importe quoi. Daniel Cohn-Bendit, c'est un des grands piliers de la Macronie. Hein. C'est un conseiller de Macron. Et on sait très bien, c'est un vert, c'est le wokisme, c'est la cancel culture, c'est tout ce monde-là que défend Daniel Cohn-Bendit. C'est le gars déjà en 68 qui avait fait en sorte de déstabiliser la Ve République et le général de Gaulle. C'est un atlantiste. Eh bien, il se fait évidemment le porte-parole de tous ces mouvements venus d'outre-Atlantique qui ont pour but d'effacer la culture française. Hein. Et c'est un pilier de la Macronie. Ce qui est intéressant, c'est que Luc Ferry, qui était aussi un pilier de la Macronie, qui a vraiment joué le chien servile, se révolte parce qu'il se voyait peut-être ministre de l'Éducation nationale pour la deuxième fois. Je ne sais pas, où il cherchait peut-être une investiture. Voilà, donc il y a un peu de révolte dans les cadres du printemps républicain. C'est très très amusant. Mais ce n'est pas tout. Parce que Macron, en nommant Papendiaï, c'est vraiment un indigéniste, c'est vraiment un woke. Hein. C'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis ce qu'on a appelé les Black Studies et qui ont abouti, ces Black Studies, à ce mouvement Black Lives Matter qui a été une sorte de révolte pendant la campagne électorale de Biden qui a d'ailleurs abouti à tuer des innocents en fonction de leur couleur de la peau. Et ils appellent véritablement, pour les plus extrémistes d'entre eux, à un apartheid des Blancs. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui aux États-Unis, les Blancs refusent d'aller dans les universités tenues par la woke culture qui créent leurs propres universités. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, les enfants afro-américains vont dans ces universités. Ce n'est pas du tout une question raciale, c'est une question bien idéologique. Or, comme Papendiaï est indéfendable, eh bien, on va accuser tous les gens qui dénoncent l'indigénisme et la woke culture d'être tout simplement racistes. Évidemment, si vous insultez, vous n'expliquez plus. Et vous avez toute une série de journalistes qui vont faire le service après-vente pour défendre
Pap Ndiaye. Et c'est pour ça que Macron peut tout se permettre, parce qu'il a des larbins qui montent au créneau systématiquement et qui vont défendre l'indéfendable. Alors quand je parle de journaliste, celui qui est un des plus corrompus, celui qui fait honte véritablement au métier de journaliste, qui est tout le temps en train de distordre la réalité, qui ne s'appuie jamais sur du factuel, qui reprend le narratif de l'Élysée, bref, un personnage insupportable à l'accent chantant du sud-ouest, ça y est, vous avez évidemment découvert, hein, les mains sur le buzzer, vous avez trouvé. Je parle de Jean-Michel Laplaty, c'est bien Laplaty, hein, celui qui défend. Pensez que c'est le gars quand même qui avait osé dire que les électeurs d'Éric Zemmour puaient des pieds. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais s'il fallait reprendre toutes les bêtises que dit Jean-Michel Laplaty, eh bien, j'en n'en finirai plus. Alors, j'ai choisi en effet ce doigt d'honneur. Eh bien, il fait un doigt d'honneur au métier de journaliste, à la charte de Munich, parce qu'il ne respecte pas les engagements du journalisme. Alors, il va se mettre à défendre Pap Ndiaye en expliquant que là aussi, il y a un racisme structurel, systémique. Hein. Il reprend les termes woke, c'est très intéressant parce que, évidemment, il reprend le narratif de l'Élysée et tous les gens qui accusent Pap Ndiaye d'être indigéniste, eh bien, ce sont tout simplement des racistes. Pour appuyer sa démonstration, il nous montre deux extraits. D'abord, Éric Zemmour, qui affirme qu'avec Pap Ndiaye, la race est au cœur de la société française, hein, qui met la race au cœur de la société française, et qu'il va modifier l'histoire de France. Je reviendrai sur cette déclaration dans quelques instants. Éric Zemmour n'est pas d'accord idéologiquement avec Pap Ndiaye. Comment peut-on le traiter de racisme ? Le raciste, pardon. C'est tout à fait absurde. Et il enchaîne par une séquence où Marine Le Pen commente cette nomination en expliquant que c'est une provocation de l'avoir nommée à l'éducation nationale et que c'est d'autant plus inquiétant que l'avenir de nos enfants risque d'être lié à l'idéologie racialiste et indigéniste. Là encore, en quoi est-ce raciste, monsieur Jean-Michel Laplaty ? Mais pour Jean-Michel Laplaty, c'est du racisme, on ne discute pas. Alors, on pourrait y continuer en expliquant que ces gens comme Zemmour, Le Pen, mais j'ai envie de dire tous les patriotes, que ce soit Asselineau, que ce soit Dupont-Aignan, tous sont condamnés fermement Pap Ndiaye à l'éducation nationale. Tout le monde sait que c'est un coup politique et que c'est là pour cliver. Eh bien, quand on s'oppose idéologiquement à Pap Ndiaye, on est raciste parce qu'il est noir en fait. Mais non, c'est exact, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement qu'on dénonce une idéologie. Ce n'est pas du racisme, monsieur Jean-Michel Laplaty. Ça, c'est le narratif de monsieur Macron que vous récitez. Or, à la fin de la scène, et vous pouvez la voir sur mon fil Twitter, Jean-Michel Laplaty se fait humilier. Il prend une fessée, une claque, par une jeune femme qui s'appelle Amnous Slamani, qui est journaliste à l'Express, devant Pujadas, qui ne sait plus quoi dire, tellement Jean-Michel Laplaty en prend plein la gueule. Alors, elle se contente de quelques mots pour démonter la démonstration de Jean-Michel Laplaty. En effet, elle rappelle qu'il a suivi donc ces Black Studies qui ont amené au Black Lives Matter avec tous ces débordements et cette volonté d'apartheid, et je vous renvoie à l'université d'Evergreen, et notamment leur volonté de juger les gens suivant leur unité chromatique, et qu'ils veulent de la diversité mélanique. Alors je tiens à citer d'ailleurs Amnous, parce que elle dit qu'un noir qui est bon, il est bon, mais que la couleur de la peau ne fait pas de vous quelqu'un de bon ou un salaud. Quelle que soit sa race ou sa religion, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont d'ignobles personnages. Et le fait de le dire, cela fait du bien. Et puis moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que aux États-Unis, nous avons des jeunes actrices afro-américaines qui ne sont pas suffisamment noirs pour les plus radicaux des Black Lives Matter. C'est-à-dire justement cette unité vers cette diversité chromatique. Si vous n'êtes pas suffisamment noir, eh bien pour les Black Lives Matter, vous ne l'êtes pas et donc vous êtes tout simplement un blanc caché. C'est tout à fait ignoble de juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. Et elle finit sa démonstration, mais alors là, par une claque magistrale. Elle rappelle que Pap Ndiaye a assisté à une réunion d'indigénistes où les Blancs étaient littéralement interdits. Et elle finit sa démonstration en disant, vous imaginez que Pap Ndiaye, dont la mère est blanche, ne pouvait pas assister à cette réunion. Quand vous chassez votre mère d'une réunion politique, c'est que vraiment, il y a un problème. Et bravo à Amnous d'avoir
mis une belle fessée à Jean-Michel Aplathy et d'avoir mis Pujadas, mais alors, je crois qu'il y a une expression un peu familière qui dit PLS, mais il y a eu 2-3 secondes où Pujadas n'a pas pu dire un mot parce que, évidemment, la démonstration a été claire et nette. Alors, pour beaucoup de personnes, le fait qu'il était indigéniste, c'est faux. Bah écoutez, nous on a la preuve, hein. Il a assisté à cette réunion, Être Noir en France, ces fameuses réunions qui étaient interdites aux Blancs, et on voit qu'il est intervenu avec Françoise Vergès et Maboula Soumaro, qui sont des extrémistes indigéniste, hein. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus, il a participé à cela. Donc quand on nous explique que Pape Ndiaye, c'est pas du tout, c'est quelqu'un qui est dans la continuité de Blanquer, le républicain, moi je l'aimais pas beaucoup Blanquer, c'est le moins qu'on puisse dire, il a massacré l'éducation nationale, mais au moins sur la laïcité, il était suffisamment clair. Tandis que Pape Ndiaye, lui, évidemment, en tant qu'indigéniste, il veut absolument faire de l'inclusion, il veut faire absolument faire de l'indigénisme, du racialisme au sein de l'éducation nationale. D'ailleurs, quand Éric Zemmour affirme que Pape Ndiaye veut revisiter l'éducation nationale et notre histoire, eh bien écoutez, là encore, hein, c'est un titre de la presse, on ne l'a pas inventé. Pape Ndiaye, notre mission, c'est faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. Alors, c'est très intéressant parce que la gauche avait essayé, sous la Troisième et avec Mitterrand, de commencer l'histoire de France par la Révolution française et d'occulter, dans une certaine mesure, tout ce qu'il y avait avant, le Moyen-Âge avec l'esprit chevaleresque, le XVIe siècle avec l'humanisme, le XVIIe siècle avec l'honnête homme et le classicisme, ce sont des notions que j'apprécie particulièrement, d'autant que l'esprit français s'est forgé autour d'un philosophe qui s'appelle Michel de Montaigne, hein, sur cette honnêteté, cet équilibre, on essaie de juger avec notre raison. Lorsqu'on est engagé politiquement, on ne juge pas avec la raison, on juge avec son militantisme, avec des dogmes. Hein. On est censé représenter le bien, et on sait très bien que les gens qui se disent représenter le bien, sont généralement des diables. En effet, qui veut faire l'ange, fait la bête, nous enseignait Pascal. Voilà. Alors, aussi une petite remarque. Pape Ndiaye, il est compatible avec Mélenchon, et on s'aperçoit donc que ce soit les LaREM, qui sont woke, ou les NUPS, ça m'amuse beaucoup ce nom, les NUPS, eh bien, ils se fournissent, en reprenant le mot de Philippe Séguin, aux mêmes grossistes, progressistes, woke, LGBT, féminisme radical, écologie radicale. Hein. Ce sont les mêmes éléments, donc ils sont interchangeables entre le mouvement NUPS et Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez des élus qui naviguent de l'un à l'autre. Pensez par exemple à Aurélien Taché et à Villani, qui ont été des députés macronistes, qui aujourd'hui sont NUPS. Et on ne serait pas étonné que si ça se passe mal aux élections législatives, on les retrouve dans un gouvernement Macron. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Alors, pour quelle raison? Pourquoi les NUPS et Emmanuel Macron se fournissent aux mêmes grossistes? Eh bien, il y a une photo qui explique tout. Je ne sais pas si vous connaissez les personnages qui sont sur cette photo. En tout cas, il y en a un que vous connaissez bien. C'est Emmanuel. Vous connaissez, hélas, trop bien, devrais-je dire. C'est Emmanuel Macron. Il serre la main du fils Soros. Soros a fait une tournée l'année dernière pour justement imposer plus d'immigration, hein, vous connaissez tout cela, plus de wokisme, plus de LGBT, plus de toutes ces cochonneries qui veulent dissoudre et effacer notre civilisation. Eh bien, nous avons les mêmes personnages qui ont étudié aux États-Unis dans le parti NUPS. Tout l'écologie autour d'Émeric Caron, j'en ai parlé, de Sandrine Rousseau, etc. Aurélien Taché, bref, ce sont des agents atlantistes qui se retrouvent naturellement autant chez les NUPS que dans la REM. Et ils mettront sur le plan, en quelque sorte, des idées progressistes, ils ont, le même programme. Voilà, donc des personnages extrêmement dangereux. Seulement, je n'ai pas répondu à une certaine... J'ai parlé de bombe au début. C'est quand même assez intéressant, cette histoire de bombe. Pourquoi Macron a-t-il lancé Pape Ndiaye sur le plan électoral? Eh bien, c'est relativement simple à comprendre. C'est ce qu'on a nommé un coup de billard électoral. En effet, Macron sait qu'il y a un mouvement en ce moment indigéniste qui porte un peu les NUPS. Donc il veut récupérer une partie des électeurs qui sont allés vers Mélenchon.
Donc en nommant Pap Ndiaye, il montre, regardez, moi aussi je suis woke en quelque sorte. Voilà. Mais du même coup, il fait monter des partis comme Reconquête, tous les mouvements patriotes en général, ou Marine Le Pen. Et ça sera très simple, lorsqu'il arrivera au deuxième tour, il pourra dire « Regardez, il y a le danger du Rassemblement National », il nous le fait le coup à chaque élection, hein, il crie au loup, au fascisme, etc., lorsqu'il y a des candidats patriotes, et il se dit « Regardez, moi j'ai un ministre woke, votez pour moi les NUPS ». Remarquez que les NUPS ont déjà voté, l'ont déjà fait élire en 2022. Ils recommenceront certainement aux élections législatives. Donc il ne faut pas se perdre dans ces rabatteurs de voix. Il faut absolument voter pour le camp patriote parce que ce sont les seuls qui pourront s'opposer à cette politique indigéniste, racialiste, woke. Bref, c'est une stratégie grossière, hein, parce que c'est pas extraordinaire, hein, comme ça se voit gros comme une maison. Mais Macron le fait parce que il peut le faire plus exactement, parce qu'il est servi par des Jean-Michel Aplathy, des Cohn-Bendit, et tous ces journalistes qui vont soutenir Ndiaye et qui vont faire ainsi le jeu de Mélenchon, en tout cas des indigénistes qui ont envie de voter Mélenchon, ils vont faire ce jeu-là pour que Macron ait les voix au deuxième tour. Ce ne sont que des rabatteurs de voix. Et des gens qui se mettent à hurler comme Raphaël Enthoven, qui se sont contorsionnés pour soutenir Emmanuel Macron, ils ont reçu leur juste salaire que du mépris. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo qui est parfois un peu laborieuse, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux parce que c'est véritablement essentiel. Et puis si vous avez des amis qui sont, je sais pas, patriotes et qui malgré tout seraient tentés par voter par Emmanuel Macron, il faut leur donner ces informations. Hein, il faut leur ouvrir les yeux, absolument. Voilà, ben bien à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis.